Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. Lui est grand, brun, boucle aux oreilles et caméra au poing. Son œil de biologiste scanne la forêt tropicale qu'il traverse. Alors on se trouve à l'extrême sud-est du pays du Panama, dans cette région qui s'appelle le Darien, qui court de la côte Pacifique jusqu'à la côte Caraïbe. Elle est brune et menue, bavarde avec ses compagnons d'expédition, puis, tout à coup, silencieuse et aux aguets, quand s'élève au loin le cri d'un singe hurleur. Le mythe de l'enfer vert est réel, c'est vrai que c'est une légende, est un mythe, ce n'est pas si terrible que ça, la forêt tropicale, quand on est préparé. Mais il y a des petites choses qui sont très très importantes à considérer pour ne pas se mettre en danger. Julien et Barbara se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Ils sont alors tous deux étudiants en biologie. Depuis, ils ont fait de la protection de la nature l'enjeu de leur recherche, mais aussi un engagement de vie. Ils arpentent les forêts tropicales où se trouve la majeure partie des points chauds de biodiversité. Là où la nature est particulièrement riche, mais aussi très fragile. Il y a tout l'équipement qui est lié à la vie dans des conditions comme ça tropicales. On privilégie les hamacs pour se mettre à l'abri des glissements de terrain. On préfère que la faune passe sous le hamac, tapirs, jaguars, d'autres animaux comme ça qui peuplent les forêts du Darien. C'est très très important pour nous d'être bien préparés à pouvoir vivre et survivre en forêt tropicale. C'est réveil à 1h du matin, donc on n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Réveil à 1h du matin, les sacs sont bouclés. On prend d'abord la route panaméricaine, hein, c'est la seule qui se rend jusque dans le Darien, dans ce territoire panaméen qui va jusqu'à la frontière avec la Colombie, le pays frontalier. Et donc on est en minivan à ce moment-là avec l'équipe. On se prend ce minivan sur une route qui devient de plus en plus chaotique. Évidemment, on va jusqu'au bout. Ça s'appelle Yavizal, la petite ville juste au bout de cette panaméricaine. Et puis c'est là où la route s'arrête. C'est en 2013 qu'on a fait la connaissance d'un primatologue qui s'appelle Pedro Mendes. Après avoir travaillé avec lui, on s'est laissé sur une promesse, les uns envers les autres, de revenir un jour au Panama et de partir sur les traces d'une espèce de singe, un singe araignée, en l'occurrence le singe araignée gris, et qui est une espèce très particulière, parce que les seules informations scientifiques qui le concernent, elles datent du milieu du XXe siècle. Et il s'agit d'une description, mais pour autant, ce singe-là, il n'a jamais été observé dans son habitat naturel, et donc pas observé, ni photographié, ni filmé, et ni travail scientifique réalisé sur le terrain. Les seuls travaux scientifiques qui ont été réalisés, c'est sur des spécimens qui ont été naturalisés et qui se trouvent aujourd'hui dans les collections de muséums à Londres et à Paris. Donc on s'est laissé sur cette promesse-là de revenir un jour. Et là, ce qui nous attend, c'est une dizaine de jours aussi devant nous, avec une équipe de 4 scientifiques panaméens qui nous accompagnent, qui eux-mêmes ne sont jamais allés sur ces territoires, puisque c'est des territoires qui nécessitent des autorisations gouvernementales. Et voilà, après un long travail, on a réussi à obtenir ces autorisations, qui concrètement sont arrivées à la suite à notre tour, mais en tout cas, on les avait officiellement, en tout cas oralement, par tous les postes militaires, etc. Région très très isolée où on trouve tout un tas de difficultés, donc des difficultés d'accès parce qu'on est sur une zone de marais et de forêt tropicale, et puis des difficultés cette fois liées à l'homme parce que il y a présence d'hommes certes très peu, mais beaucoup d'activités illicites
narcotrafic, trafic d'êtres humains aussi. Il y a beaucoup de réfugiés qui transitent par le Darien pour espérer un jour se rendre jusqu'aux États-Unis. Le trafic d'animaux, le trafic de minerais, le trafic aussi d'essences rares d'arbres. Donc il y a un peu tous ces trafics-là qui se retrouvent concentrés dans le Darien, et c'est ce qui en fait une zone un peu aux allures de poudrière, et c'est ce qui rend l'accès compliqué et dangereux en partie à cette zone-là. On arrive jusqu'à un port qui s'appelle Puerto Quimba. Et dans ce petit port, on a rendez-vous avec les militaires, les gardes frontières, qui ne sont pas là encore. Et on les attend patiemment jusqu'à leur arrivée. Il faut comprendre aussi que les conditions de navigation fluviale sont toujours aléatoires. Donc on joue avec les marées qui influent aussi sur les fleuves. Et on va passer aussi par la mer. Donc il était important qu'on puisse être sur les horaires de marée les plus hautes pour passer des fleuves jusqu'à l'océan Pacifique, puisque c'est là que nous allons. Okay. Là on est censé partir juste derrière sur l'embarcadère, direction Cocalito pour 3-4 heures de bateau. Voilà, on a hâte. Et là, les gars sont en train de charger le bateau derrière, donc on va aller leur donner un coup de main. On y va. On se trouve sur une lancha, donc un grand bateau à fond plat avec donc les militaires qui nous accompagnent. Le fait que la zone soit très sensible, avec la présence de groupes paramilitaires, d'anciens FARC et la présence de narcotrafiquants, on est obligé d'avoir cette escorte avec nous. Nous allons pendant à peu près 6 heures prendre ces bateaux. C'est des bons bateaux, hein, les militaires, ils sont très bien équipés. Je crois de mémoire, on avait 4 moteurs à 200 chevaux. C'était assez extraordinaire de voir ça, la vitesse et la puissance de ces bateaux. Et donc, on arrive au bout de 6 heures sous un grain pas possible. C'était vraiment la forêt pluvieuse, vraiment la tropicale. Elle a cette attraction pour la pluie, hein, c'est pas pour rien qu'elle est luxuriante. Donc on prend régulièrement quelques ondées, quelques tempêtes. Et là, c'était le cas sur le bateau. Donc ça fouette bien quand on est avec des moteurs comme ça qui nous poussent. Mais c'était sympa, et ça donnait peut-être un sens un petit peu fin du monde à ces paysages. Donc on a longé la côte pacifique panaméenne jusqu'à quasiment à la frontière avec la Colombie pour rejoindre le dernier village le plus éloigné du Panama, qui s'appelle Cocalito. Donc on arrive 6 heures plus tard à Cocalito, en tout cas aux abords de Cocalito, c'est-à-dire en mer, à 150-200 mètres du rivage, mais on ne peut pas accoster parce que la mer est trop forte. Donc là on est dans la houle à attendre que la mer se calme, ce qui n'arrivera jamais. Et finalement, à force de signes, et là il y a une petite barque, une lancha qui est venue avec un tout petit moteur pour faire des allers-retours entre nous, le bateau, et jusqu'à la plage en surfant. Ça a été vraiment une arrivée assez chaotique et effrayante aussi, puisqu'on a laissé tout le matériel dans un premier temps. En le regardant, il faut imaginer les vagues qu'emporte la lancha, on ne la voit même plus. Et puis elle accoste finalement, et là tout le monde sort le matériel, on voit au loin les sacs sortir, on fait ouf, tout le monde est content, c'est une première victoire. Puis après c'était à nous aussi de pas tomber à l'eau, même si on s'y préparait un petit peu, on a tous enlevé nos grosses boots, etc. au cas où il fallait nager jusqu'à la côte. On arrive jusqu'à la plage, tout le village est là pour nous accueillir, en tout cas tout le village est là pour voir notre arrivée, peut-être pas pour nous accueillir à ce moment-là. Et puis on se regarde les uns les autres, et il y a ce décalage qui est là. Curieux, ça c'est certain. Autant de curiosité, je pense peut-être d'une certaine appréhension de leur part, qui est tout à fait justifiée, puisque je crois
qu'on est parmi les seules personnes occidentales qu'ils aient pu voir de toute leur vie. Même les Panaméens qui nous accompagnaient, qui ressemblent énormément, on va dire, si on peut dire ça comme ça, qui ressemblent énormément aux gardes frontières, finalement, qui sont les représentants de la ville pour eux. Hein. Donc on était vraiment, nous, Julien et moi, c'est vrai, les deux blancs occidentaux. Donc on s'observe les uns les autres. Donc il y a les enfants qui commencent à s'approcher, à venir nous voir, à nous détailler comme ça. Regardez mon tatouage, regardez mes piercings aux oreilles, ça les interrogeait beaucoup. Et puis les hommes rapidement nous aident à ramener nos affaires jusqu'à une palapa, une petite cahute totalement vide, et il n'y a que dans un coin où on retrouve une figure christique. Avec plein de colliers argentés, dorés. Donc il y avait cette espèce de mausolée, d'une certaine manière, de culte chrétien, ce qui paraît quand même très très étrange, au milieu de nulle part, très loin des traditions de ce peuple ambéraouanan, qui n'est pas du tout chrétien de manière traditionnelle, et qui est plutôt proche de l'animisme, etc. Mais voilà, il y a eu des colons qui sont arrivés jusqu'à eux et qui ont, d'une certaine manière, proposé ou imposé, ça dépend de la manière dont on voit les choses, mais en tout cas cette religion, et puis qui est devenue un mix vraiment très intéressant de croyances de ces gens-là. Donc on est accueillis dans cette case-là. Donc on arrive, on pose tous nos sacs. On est un peu épuisé, faut le dire, parce que le voyage a été long. Là, il doit être 16h dans l'après-midi. Donc on s'installe tranquillement, on installe notre camp de base avec les hamacs, on sort le matériel scientifique pour voir s'il est en bon état. Cette cabane, elle est percée à certains endroits. On a des petits interstices comme ça par lesquels on commence à apercevoir les visages des enfants qui nous observent. On voit leurs yeux passer d'un trou à l'autre. Le chef du village vient nous voir, le cacique, et on convient rapidement avec lui d'organiser en fin de journée une charla, une discussion pour se présenter les uns après les autres, les scientifiques, en tout cas les membres de l'expédition. Ce village, Cocalito, est un petit village de 90-100 personnes qui appartiennent tous à une même famille. C'est un village d'une communauté amérindienne, indigène autochtone qui s'appelle les Ambéraouanan. C'est le village le plus proche de la zone identifiée dans la bibliographie. De potentielle présence du singe araignée gris, de cette espèce de singe que l'on cherche. Donc on rendez-vous à l'école pour ce qu'on appelle une charla. Abel, spécialiste des reptiles et des amphibiens, dit ce qu'il va faire, montre sur un guide ce qu'il cherche. Lui, il est intéressé par les grenouilles, les serpents. Et puis tout le monde dit oui, moi j'en ai vu. Alors ça commence comme ça parle dans tous les sens. Après, évidemment, on avait un autre spécialiste des singes avec nous, Pedro, un primatologue. Pareil, on sort le poster. En l'occurrence, je me souviens très bien, c'est moi qui l'ai fait. Donc je déroule le poster avec toutes les espèces de singes panaméennes. Et là, les enfants, ils s'agglutinent autour de moi. Limite, je pouvais plus respirer. Ils regardaient, ça, je sais comment ça s'appelle. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est ci. Et ça, je l'ai vu. Et il y en a là-haut sur la colline. Mais c'est quoi ce singe? Ça ressemble pas à ce qu'on connaît. Donc voilà, ça a été pour les singes. On a eu plein de rencontres comme ça, thématiques sur les disciplines des uns des autres. Et c'était tout gagné en fait. On n'a vraiment pas eu ni de barrière, ni de confrontation. La petite chose qu'il a fallu régler très rapidement, c'était le but de notre présence. Et quand ça a été expliqué, il n'était plus question, par exemple, d'argent. Allez-vous nous donner de l'argent par personne, par jour, pour votre présence? Parce qu'ils entendent les histoires des autres villages, qui peuvent être des villages qui accueillent des touristes. Eux, ça leur arrive jamais, puisque c'est un village qui n'est pas du tout visité, mais ils ont déjà entendu ça. Évidemment, ça fait écho à des choses qu'ils ont pu entendre. Donc, très vite, on a abordé ça. Puis, on s'était préparé à parler le dialecte aussi ambéraouanan, c'est-à-dire avec 10 mots en poche, parce que franchement, c'était pas du tout de nos connaissances. Et finalement, on s'aperçoit que les enfants nous parlent tous espagnol. Et ça, c'est la première découverte. Non seulement la première découverte, c'est que la plupart d'entre eux portent des maillots de foot. Donc déjà, ça nous a un petit peu interpellés. Quant aux femmes, elles sont encore habillées en tenue traditionnelle. Mais pour le coup, les enfants sont tous en tongs, shorts, t-shirts la plupart du temps. On imaginait un village traditionnel, ancré dans une vision de la forêt tropicale que l'on a des expéditions du 19e ou du 18e siècle. Donc on imaginait des Ambéraouanan qui ont encore des traditions qui sont très ancrées, avec des tenues traditionnelles, avec des peintures traditionnelles aussi, parce que ça fait partie de leur culture. Et puis on comprend très vite que
le monde moderne avec des grosses guillemets, et il s'est distillé aussi jusque là-bas, alors qu'on se trouve dans le village le plus au sud-est du Panama. Donc on a un endroit où il est quasiment impossible d'aller, et face à nous, on a des hommes et des femmes, notamment des hommes qui portent des maillots du Football Club de Barcelone, qui sont donc des choses qui viennent de Panama City, alors que la plupart de ces gens-là ne sont jamais allés en ville. Mais donc tous ces éléments de la société moderne arrivent jusqu'à Cocalito parce qu'on y trouve une antenne des forces militaires panaméennes. Donc, et notamment, et ça c'est la deuxième partie du choc esthétique, des antennes. Des antennes satellites pour capter la télé. Donc la télé est présente à Cocalito. Et donc on avait devant nous ces paraboles qui étaient sur chaque toit de palapa, alors que les palapas sont traditionnels. C'est vraiment l'habitat juste fait avec des planches de bois, une échelle en bois qui permet de monter parce qu'on est sur des pilotis. Donc là on est en l'espace de quelques secondes, vraiment un claquement de doigts, on est sorti d'une vision, nous, qui était un peu idoine de ce que pouvait être ce village, à la réalité des faits. C'est un 640. Son de la forêt, Los Guatusos. Bonaré qui est avec nous, qui est fan des petits déjeuners et des déjeuners et de dîners, a déjà préparé el cafecito, il a déjà préparé le café, et le riz, il est prêt aussi. Et il s'est levé une heure avant nous, il doit être 6h du matin, et là, on part, on se lève, on prend nos sacs sont déjà faits en général, la veille. Me voilà accompagnée... La plupart du temps, je suis accompagnée de 6 hommes. On a chacun nos équipements qui sont très très légers, hein, pour le coup, pour la journée. Pedro est bien équipé aussi, je le vois, là il a plein de matériel parce qu'il a plusieurs pièges photographiques généralement à poser. Et puis il a toujours ses filets de capture pour les chauves-souris. Et les chauves-souris, c'est que en soirée, mais il les emmène quand même avec lui, donc c'est un petit équipement qui prend aussi de la place. On est dans un climat chaud, humide, et quand bien même ce sont toujours des très bons souvenirs par la suite, sur le moment, on peine. On peine parce que l'humidité est constante et omniprésente et oppressante. Quand il y a énormément de pluie, eh bien on a envie de se protéger de la pluie et on est trempé quand même de sueur, à grimper, etc. Je me retrouve dans cette sensation j'ai plongé dans une piscine et c'est juste désagréable au possible en fait parce que je suffoque quand même de la chaleur. Plus les moustiques dont on essaye toujours de se protéger des moustiques et d'autres insectes, hein, parce qu'il n'y a pas que les moustiques qui nous embêtent un petit peu de temps en temps dans la journée. La première sensation, et il ne faut pas se mentir, c'est sans doute de l'inconfort parce que les peuples autochtones avec qui on est parti, les Ambera et les Hunan, eux, ils ont une familiarité avec la forêt parce qu'ils vivent au contact de cette forêt au jour le jour. Et nous, en tant qu'hommes et femmes occidentaux, on a perdu une partie, en tout cas, de notre connexion à cette nature. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais il y a une sorte, la première sensation, c'est un peu comme un déracinement, alors qu'au contraire, on devrait se sentir enraciné, entouré de ces grands arbres dont on aperçoit comme ça les racines qui courent sur le sol de la forêt. Et il y a aussi une fatigue mentale parce que on a beaucoup de sons qui nous environnent. On a beaucoup de moustiques qui nous environnent aussi de très près. Et donc, on est toujours sur nos gardes à regarder ce qui se passe. On regarde en haut pour éviter les chutes de branches. On regarde au sol pour éviter que nos pieds se prennent dans des racines ou dans des ornières ou des choses comme ça. Et on regarde tout autour de nous
pour le travail scientifique, parce qu'on est là pour vraiment mener un inventaire de biodiversité. Donc on est obligé de vraiment scanner comme ça la végétation pour trouver des amphibiens, pour trouver des serpents, plus haut dans la canopée pour les oiseaux et puis pour les singes. Et on regarde au sol pour tout ce qui est insectes, serpents qui pourraient comme ça ramper au sol et autres reptiles. L'objectif, c'est aussi de ne pas avoir une rencontre malencontreuse avec l'un de ces éléments du paysage de la biodiversité locale. Donc il y a tous ces sentiments-là qui se mêlent. On n'a pas l'habitude d'avoir cette combinaison entre une chaleur qui est très forte et de l'humidité qui est à 100% dans ce type de forêt tropicale, qui nous met dans une étuve comme ça. Et petit à petit, cette étuve, un petit peu comme dans un sauna finalement, elle nous fait accéder à une sorte de bien-être. Et là, on a nos sens qui s'ouvrent à la forêt. Grâce à ce faisceau de sensations qui nous entoure, on devient petit à petit plus à l'écoute de la nature qui nous environne. Donc Don Pacheco nous propose de nous accompagner sur ce secteur. C'est sans doute la personne qui est la mieux placée parce qu'il connaît très, très bien la zone et il connaît notamment les chemins pour s'y rendre et les raccourcis. C'est un personnage qui est très attachant et la première chose qui étonne quand on est face à lui, c'est il a des traits qui sont très juvéniles alors qu'on peut estimer qu'il avait 70 ans cet homme. C'est le patriarche. C'est vraiment la figure du père, c'est la clé de voûte du village. Quand il était jeune, il avait vraiment un mode de vie traditionnel pour les Ambera de l'époque. Les Ambera, ils étaient considérés comme un peuple marcheur. Et le corollaire de ça, c'est un peuple marcheur-chasseur. Donc ils parcouraient des distances très importantes en forêt, le long de sentiers que eux-mêmes avaient façonnés de par leurs allers-retours et les échanges entre villages. Donc ils ont vraiment gardé ce distinguo entre les Darienitas, donc ces descendants des esclaves noirs qui eux vivent dans les villes portuaires aux embouchures, et les Ambera qui traditionnellement continuent à vivre le long des fleuves et ensuite vont se disperser en forêt pour continuer à chasser, aller chercher certaines plantes. On passe à côté d'une cascade magnifique. Là, on est sur le bord d'une rivière et il y a cette cascade, faut imaginer une cascade paradisiaque, tout simplement, une eau turquoise, des fougères arborescentes tout autour de cette cascade. Abel, l'herpétologue, tout de suite enlève son t-shirt, se met en caleçon, plonge dans la cascade, va se mettre sous la cascade. Et Don Pacheco, il a lui ce souvenir de ce mode de vie traditionnel des Ambera de Cocalito, qui petit à petit a laissé place, et lui, de par son âge, j'imagine qu'il a vécu toute cette transition d'un mode de vie de marcheur-chasseur à un mode de vie de pêcheur. Et donc petit à petit, cette communauté s'est tournée vers la mer. Elle était polarisée vers la forêt, et petit à petit, on a cette polarité qui s'est tournée comme s'il y avait un magnétisme de l'océan vers eux. 2-3 d'entre eux plongent et ont bien raison. Et puis il y a Don Pacheco qui, malgré une journée pas facile de marche, se retrouve à aller au beau milieu de l'île de la rivière. Il nage avec ses bottes, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il garde ses bottes qui sont trempées, qui sont pleines d'eau. Et il se met sur ce petit rocher en plein milieu de la rivière et il s'allonge et il contemple le paysage autour de lui. Il a le sourire jusqu'aux oreilles et il reste comme ça avec sa brindille dans la bouche. Et voilà, c'est le patriarche, c'est le chef de ce village et qu'il est là, tranquille, et qui contemple la beauté de ce paysage. Et en le voyant comme ça, aussi contemplatif et heureux, on mesure toute la richesse à la fois de l'environnement, leur propre environnement, leur territoire, mais aussi de leur mode de vie. Et puis on continue notre chemin et petit à petit on s'enfonce dans la forêt. Et là il y a un choix quasiment philosophique qui se dresse devant nous, c'est est-ce qu'on pousse l'exploration dans la forêt, donc la voie, on va dire la voie terrestre, ou est-ce qu'on choisit de suivre la voie fluviale avec une marche plus facile? Donc on décide de suivre la voie d'un petit cours d'eau qui chemine le long d'un vallon entre deux versants qui sont recouverts par la forêt.
Et ce qui nous étonne à ce moment-là, c'est que la forêt est quasi silencieuse. On entend par-ci par-là, mais comme un écho, quelques oiseaux, notamment des perroquets qui survolent la forêt, des Arachloroptères magnifiques, et on a leurs cris comme ça rauques qui résonnent, mais très loin dans la forêt, et pas grand-chose d'autre. On n'entend pas de singes alors qu'on est au tout début de la journée, alors qu'on sait très bien que les singes hurleurs, ils témoignent de leur présence en forêt au lever, en hurlant comme ça dans la forêt, avec des cris qui s'entendent à 3-5 km à la ronde, et on n'a pas ça dans notre environnement sonore. On a très peu d'oiseaux, très peu d'insectes, et c'est paradoxal, parce que la forêt qui est face à nous, elle nous paraît assez bien préservée, elle paraît vide de vie. Cette journée-là, on n'a pas trouvé un seul singe, on n'a pas entendu un seul singe, et c'est pas normal. C'est juste pas, en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Les premières heures de marche au sortir de Cocalito sont principalement des traversées de bananeraies, de bananes plantains. Et les bananes plantains, quand on voit les centaines de mètres cultivés et les hectares cultivés de bananes plantains, on se doute évidemment à ce moment-là que ce n'est pas pour la consommation du village de Cocalito de 100 personnes. C'est évident, et ça va ailleurs, ces bananes plantains. Et on apprend plus tard, avec des discussions avec l'équipe et le village, avec les membres du village, que ces bananes sont récupérées par le gouvernement. Et c'est un petit peu la monnaie d'échange pour pouvoir rester sur ses propres terres. Donc ça, c'est le deal avec le gouvernement, ce qui crée des tensions, toujours. Et une sorte, en tout cas, nous, on le considère comme ça, mais une sorte peut-être d'asservissement de ces populations-là, c'est-à-dire produisez des bananes plantains sur vos propres terres et vous pouvez y rester. Et quand on connaît l'attachement de ces peuples à la terre, à leurs origines, à leurs traditions, qui est très lié avec le sol, en fait, et la forêt et l'environnement, eh bien, on se dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester à cet endroit-là et de serrer la main des personnes avec lesquelles ils font ce type de transactions. Les bananeraies, c'est terrible parce que ça épuise le sol, ça épuise la forêt. Et là, on traverse des bananeraies. Là, les bananeraies, c'est assez joli quand même, donc c'est très vert, etc. Mais la plupart du temps, au bout de quelques années, les bananeraies ne sont plus assez productives. Donc on les brûle. Et quand on les brûle et qu'on traverse ça pendant parfois 1 heure et demie, 2 heures de marche, que sur des cendres, que sur des palmes, c'est extrêmement triste. Et cette journée-là, on est épuisé parce que on a traversé peut-être 3 heures. Là, on est à 3 heures de marche et 3 heures de marche de chaos total, de désert. Et on est quand même dans le cœur d'une réserve parmi les plus emblématiques de toute l'Amérique centrale. On est dans le bouchon du Darien. Si on dit bouchon, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est censé être inextricable, c'est censé être une forêt luxuriante, primaire. Et là, c'est pas ça. On est beaucoup sur de la forêt secondaire. Donc ça se décèle par la présence d'une forêt très désorganisée et très jeune. Donc on sait déjà qu'on est face à des cycles différents donc de destruction de la forêt pour de la culture en général. On anticipait, peut-être à tort, que les dégâts environnementaux n'avaient pas atteint cette zone. Et quand on pense qu'on va explorer un territoire luxuriant et qu'on est face à ça, c'est dur.